Vous êtes sur G d'interview et aujourd'hui, sortez vos kawaii car je reçois un grand amateur de pluie, Vivien Féasson. Bonjour Vivien, merci de venir de si bonne heure pour participer à cette petite interview. Mais merci à toi de m'avoir invité, hein, là, je suis venu avec une espèce de beau temps étrange, mais on va faire comme s'il pleuvait dehors. Donc, pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots pour ceux qui ne te connaissent pas? En quelques mots, bon si, aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, on va dire, je suis, gérant des éditions de l'Averse que j'ai montées, cette année, qui est très modestement une auto-entreprise, hein. C'est pas une grosse boîte, c'est un truc que je fais à côté d'activités, professionnelles, en tout cas pour le moment, et que j'ai créé pour, la Explorateur de Bruine dont on parlera, j'imagine, un peu plus tard. Je suis aussi, traducteur de l'anglais vers le français. J'ai pas mal travaillé, avec, les éditions Sans Détour pendant un moment, mais j'ai aussi, fait de la localisation de jeux vidéo, très modestement, hein, et de la traduction de romans. Et je suis aussi et principalement en réalité, enseignant-chercheur, donc pour l'instant avec un poste, on va dire temporaire, mais à l'université, où j'enseigne essentiellement la traduction et un petit peu, l'écriture de scénarios. Voilà, donc je suis thésard. J'ai une thèse sur la traduction, de la fantasy, qui est censé être le cœur de, comment dire, de mon activité, s'il y a du boulot, ce qui est un vrai problème actuellement. Est-ce que tu te souviens le premier jeu de rôle auquel tu as joué et est-ce que c'était une bonne partie? Je me souviens de quelques jeux de rôle. Est-ce que c'était le premier? Je suis à peu près sûr que c'était une partie intéressante, mais pas une bonne partie. J'hésite, c'était peut-être Warhammer, il me semble, c'était soit Warhammer, soit Bloodlust, la vieille version de Heroes, quoi. Et je pense que j'étais meneur de jeu, à mon avis, parce que, typiquement, le jeu de rôle, enfin, je sais pas si ça a trop changé aujourd'hui, mais c'était vraiment le côté, il y a un geek qui, lit ces bouquins-là, qui trouve ça incroyable et plein de potentiel, et le but, c'est ensuite de convaincre d'autres personnes qui partagent un peu moins, ces idéaux, de vouloir tester. Mais je vois comme ça, en fait, si je réfléchis, le premier vrai truc, c'était, il y avait la collection Les livres dont vous êtes le héros, à l'époque, qui marchait, enfin, j'en avais lu plein, quoi, et donc c'était ma première entrée, et il y avait, une série, je me souviens plus, c'était peut-être Terre de légende ou quelque chose comme ça, qui était en fait un jeu de rôle, qui se présentait sous forme de livre dont vous êtes le héros, en 4 volumes, je crois. Il me semble que c'est l'œil noir qui faisait ça, mais je confonds Bah, peut-être. là, c'était pas L'Œil Noir, c'était justement édité par Gallimard, c'était exactement la même collection que les livres dont vous êtes le héros, Défis Fantastiques, tout ça. Sauf qu'en vrai, c'était un jeu de rôle déguisé, enfin caché, camouflé, donc en fait, tu pouvais rien en faire si tu étais tout seul. Il y avait pas de paragraphe, il y avait juste des règles et tout ça, et j'ai dû, faire jouer ce jeu, genre, 5 ou 6 ans plus tard, quoi, et j'ai d'abord dû, affronter d'autres jeux de rôle avant de comprendre comment ça marchait, et donc en fait, ça a été ma première rencontre, mais ça a pas été une rencontre qui a mené à une partie, en réalité. La plus grosse anecdote que j'aurais, à la rigueur, c'était le jeu de rôle de la Terre du Milieu, qui devait être un de mes premiers, parce que la vendeuse me l'avait refilé en disant: «Vous aimez Tolkien, ça va vous plaire», et ça avait été un peu dur, et je crois que j'avais fini par mélanger, de la carte du donjon avec le descriptif du donjon, et du coup, j'avais une carte qui correspondait pas au descriptif, et on avait ramé avec le joueur que j'avais embarqué là-dedans. Donc bon, plein de petits essais comme ça, assez laborieux, en fait. Donc quand même, je vois une grosse préférence sur l'heroic fantasy dans la jeunesse et aussi plus tard, hein, vu que ça reste dans ta thèse. Ouais, Je ne peux que ouais. valider, mais Ouais, c'est bon, c'est un peu cliché, hein, voilà, on est nombreux à avoir commencé, avec des choses comme ça, tout à fait. et avoir gardé une certaine affection, quoi. Du coup, quels ont été pour toi les jeux qui t'ont vraiment marqué, ceux auxquels tu as joué un nombre d'heures inavouable? Ça aussi, c'est un peu compliqué, parce que en fait, ma jeunesse rôliste s'est passée essentiellement en club. J'étais à Clermont-Ferrand, il y avait un club qui s'appelait, l'Association des jeux Chamaillé-Roi, et du coup, on a fait énormément de jeux, quoi, et sur des grandes campagnes, enfin, on jouait, en moyenne 2 fois par semaine, quoi, le week-end. Et c'est vrai que ça a été, j'ai pas eu comme ça de jeu sur lequel j'ai vraiment, alors évidemment, Donjons et Dragons, j'en ai fait pas mal. Paradoxalement, plutôt à partir de la troisième édition, parce qu'il me semble que,
Quand je suis arrivé dans le milieu, en fait, je suis né en 80, donc les premiers jeux que j'ai dû l'arrivée en club, ça a dû être en 93-94, quelque chose comme ça. Et à ce moment-là, Donjons& et Dragons, il restait que la deuxième édition, enfin Advanced Donjons& et Dragons, et il y avait plein de jeux français qui étaient sortis, qui étaient beaucoup plus peut-être «modernes» entre guillemets quoi, avec des systèmes de compétences et tout ça un peu plus développés. Donc Donjons à l'époque, c'était déjà un petit peu ringard. Il a fallu attendre la troisième édition pour que ça revienne vraiment au goût du jour, quoi, et que ça s'impose. Et là, je pense à mon avis, si on comptait, je pense qu'au final, même en ayant repris un peu tard, si on compte Donjons& et Dragons 3 et un petit peu Donjons& et Dragons 4, je pense que c'est le jeu auquel j'ai dû le plus jouer. Après, est-ce que c'est celui qui m'a le plus marqué? Sans doute que non. Mais je vais enlever le début, parce qu'au début, tout nous marque, en fait. Tout est un peu nouveau, il y a plein de jeux incroyables. Moi, je me souviens de Agon, notamment, de Multisim, qui m'a peut-être plus marqué que d'autres, je sais pas pourquoi, parce que, hem, il est arrivé à une certaine époque de ma vie, ou parce que, j'ai fait partie de ceux qui faisaient tester en club, officiellement, en échange d'un certain nombre de lots, donc peut-être que ça a donné un peu plus d'importance. Mais aussi parce qu'il y avait une espèce de communauté qui s'était créée, autour, hyper dynamique, et donc on écrivait des nouvelles, on faisait des campagnes en même temps, on avait écrit des fanzines, donc il y avait comme ça une espèce d'émulsion, artistique autour. Après, je pense que vraiment, si je devais prendre au niveau de système de jeu, je pense qu'un des jeux qui m'a le plus marqué, c'est, Hero Wars, qui a été rebaptisé ensuite HeroQuest, qui a très fortement inspiré mon premier jeu, qui était enfin, premier jeu, «professionnel» entre guillemets, qui était, les Errands d'Ukio. Parce que c'était pour la première fois un jeu pour moi en tout cas, de ce que j'en voyais, se débarrasser du système caractéristiques compétences, et disait en gros: «Ben, vos compétences, c'est ce que vous voulez, vous écrivez ce que vous voulez, vous pouvez, arrêter une balle», non, il y a pas de balle dans HeroQuest, puisque ça se passe dans une espèce de monde médiéval, mais vous pouvez arrêter un sabre avec votre parole, et il y avait comme ça une espèce de grande légèreté, de grande, polyvalence du système. Je l'avais adapté à un moment pour une partie de Star Wars, par exemple, en retouchant quasiment rien, en fait, ce qui aurait été inimaginable avant de lire ce bouquin-là. Parce que si j'avais voulu adapter, par exemple, je sais pas moi, Donjons& et Dragons ou Warhammer à un monde futuriste, je me serais immédiatement dit: «Ah, il faut que je fasse les caractéristiques des vaisseaux spatiaux, il faut que je fasse un système de combat, dans l'espace», enfin ça aurait pris, des semaines et des semaines. Là, je m'étais juste contenté de dire: «Bon, bah, vous avez tant de points, à distribuer, et puis zou quoi». Après, un vaisseau, c'était le score, chasseur, c'était le score, et ça avait fait une partie tout à fait satisfaisante, et du coup, ça m'avait vraiment libéré, je pense que bien avant la forge, bien avant, tous les trucs, modernes et cetera. C'est vraiment ce jeu qui m'avait, vraiment donné, une fenêtre, on va dire, sur une autre façon de concevoir les systèmes de règles. Est-ce que tu es plutôt un joueur de campagne ou un joueur de one shot? Je pense que je suis plutôt un joueur de campagne. Alors après, mouais, je pense que en tout cas, déjà en tant que joueur vraiment au sens, pas meneur de jeu, je suis vraiment un joueur de campagne. C'est-à-dire que j'apprécie vraiment. Je sais que les premières parties sont généralement un peu, pas insatisfaisantes, mais moins satisfaisantes, on va dire. C'est les moments des réglages, et c'est vraiment au bout d'un moment, au bout de peut-être 3-4 parties, où je prends vraiment du plaisir à développer la relation avec le personnage, à développer la relation avec les autres personnages et avec la campagne. Et là, vraiment, c'est là où oui, c'est ce qui m'a donné les meilleurs souvenirs, on va dire. Il y a quelques exceptions, mais dans l'ensemble, je suis quand même plutôt campagne. Après, ce qui me fait moins kiffer, surtout en tant que meneur de jeu, c'est aujourd'hui, c'est le côté escalade, de pouvoir dans les campagnes, qui est encore considéré comme, impossible à éviter en quelque sorte. Et ce côté, voilà, gain en puissance systématique contre des méchants de plus en plus, puissants, et cetera. C'est quelque chose qui me fait moins triper qu'à une époque, quoi. Là où on parlait de Donjons& et Dragons 3 à une époque, par exemple, je planifiais ma classe de prestige, quelques séances avant, parce que sinon on pouvait pas l'obtenir, et du coup j'attendais avec impatience le moment où enfin j'allais pouvoir, gagner un peu plus, et du coup chaque séance qui avait pas un gain de niveau, c'était déjà qu'il y avait quand même une petite amertume. Je suis pas sûr que c'était très une très bonne chose. Après, je crois que ça, c'est vraiment typique de quand on commence le jeu de rôle, surtout quand on commence jeune, d'avoir cette envie de monter en puissance, etc. Après, ça devient plus secondaire. On a souvent moins envie de lancer les dés et des choses comme ça. Ouais. On évolue, hein, tout ça. Ouais, on dit ça, mais j'ai fait jouer à Donjons& et Dragons, enfin une version, je crois que c'était il y a 2 ans, et bon, à moitié par jeu et à moitié par envie, les joueurs étaient quand même très: «Ah bah, on gagne un niveau cette fois, ça y est»,
Surtout quand tu fais du rétroclone et que les personnages ont, 5 points de vie ou 10, ils sont contents de gagner un des 6 points de vie supplémentaires. Ça peut vite faire la différence entre mourir au premier coup d'épée et survivre, quoi. Du coup, un peu dans la même veine, est-ce que tu es plutôt personnage prétiré ou création de personnage? Ça va dépendre. Si c'est juste des pré-tirés au sens de, une série de caractéristiques, ça m'intéresse pas vraiment. Après ça peut être bien des fois de gagner du temps pour aller vraiment dans surtout en one shot, gagner du temps pour, se jeter directement dans l'action, je pense que c'est plutôt une bonne chose. J'ai vécu un peu trop de parties et moi-même j'en ai organisé un peu trop, où on passait la moitié d'une séance, unique à faire des personnages. Bon, c'est voilà, mais je sais que j'ai pris un certain plaisir, c'était le cas dans Deux billes d'acier, notamment, mais aussi dans des scénarios un peu préconstruits de démos de Libreté où j'avais fait des pré-tirés et ce que j'aime bien faire, c'est vraiment des situations explosives où les personnages sont déjà à couteau tiré, sont déjà, sur le point de se, de sauter l'un sur l'autre, en fait et du coup, avec des relations un peu complexes qu'on peut pas développer comme ça un petit peu sur le pouce. Donc j'ai tendance à aimer les 2 en fait, du coup pour des raisons différentes, quoi. Est-ce que tu préfères maîtriser ou jouer? Je pense que je préfère jouer, mais que je suis un peu «chiant» entre guillemets comme joueur, c'est-à-dire que j'ai des attentes qui, enfin il y a eu beaucoup de parties que j'ai faites qui m'ont vraiment ennuyé, parce que j'étais pas du tout dans le trip, c'est pas du jugement genre, les descriptions sont pas assez chouettes ou des choses comme ça, c'était vraiment plutôt une question d'orientation. Je m'ennuie énormément en général dans les parties de type, mission, réussir quelque chose. Si on m'offre pas comment dire? Des moments de respiration, de pas d'incarnation de personnage au sens où je veux faire mon acteur de théâtre, je suis pas doué pour ça, mais des moments où je peux faire vivre le personnage en fait. Ça m'intéresse pas que le personnage s'efface, devant l'intrigue en fait, c'est plus l'inverse qui m'intéresse. Du coup, j'ai une grosse tendance à être meneur de jeu parce qu'au moins je sais que, je peux impacter le rythme. J'ai une mainmise en fait, sur ce qui se passe et donc souvent c'est comme ça que ça s'est fait en fait. C'est pas vraiment que je préfère être meneur de jeu parce que j'ai des choses importantes à communiquer. En général, quand je suis meneur de jeu, je suis plutôt, je pense, en tout cas, je suis plutôt effacé, plutôt, ce qu'on appelle, ce que je crois que c'était Ron Edwards qui parlait, de ça, dans La Forge, c'était de joueur de basse, quoi. C'est-à-dire essayer au maximum de donner les rythmes, mais c'est les joueurs ensuite qui font ce qu'ils veulent dessus. Mais, c'est quand même une composante importante, quoi, le justement. Donc, bon, c'est pas forcément par préférence, mais, c'est plus par, impression d'obligation ou je sais pas comment dire ça. Donc là, on va essayer de visualiser une situation totalement réaliste. Si tu souffrais d'une terrible malédiction qui ne te permettrait de ne jouer qu'à un seul jeu de rôle et qui ne serait pas un des tiens, ça serait lequel? Sachant qu'on ne pourrait en créer aucun autre, Ouais, bien sûr, évidemment. sinon ce serait trop simple. C'est une bonne question. Je regarde ma ludothèque en espérant trouver l'inspiration. Vraiment, j'aurais envie de dire, je crois que je dirais Donjons& et Dragons, pas forcément parce que c'est le meilleur, mais parce que, bon, bah, ça fait une base solide, quoi, on peut se passer à moitié le système est pas trop envahissant, en réalité, enfin, surtout si on prend la 5e édition, on va dire, ou voire même je prendrais limite une vieille édition, telle quelle, quoi, ou un rétroclone peut-être un tout petit peu modernisé, mais et comme ça, on se passerait à moitié du système et on trouverait d'autres choses à faire, quoi. Euh, Quel jeu conseillerais-tu pour débuter dans le jeu de rôle? Pour débuter dans le jeu de rôle, alors du coup, pas un des miens, de toute façon, je suis pas sûr que j'aurais conseillé un des miens. J'aurais un parce que j'ai essayé avec le confinement, parce que ma fille a à peu près un peu plus de 5 ans et j'ai essayé du coup de faire du jeu de rôle avec elle et on a fait un petit peu de Tales of Equestria, quoi, le jeu Mon Petit Poney et je pense qu'il est pas mal pour commencer, mais qu'il a un gros défaut, c'est son système de combat que je trouve archaïsant, en fait. Ce qui me gêne pas en tant que joueur, qui enfin voilà, en gros, il y a des attaques, des points de vie qu'on fait perdre et tu as gagné quand tu as fait perdre, tous ces points de vie à l'adversaire. Ce qui est pas en soi compliqué en fait, c'est juste que pour des enfants, je trouve ça ennuyeux à mourir, parce que c'est très, très, très mécaniste quoi. Il y a pas alors que il faudrait aller de l'avant au contraire. Du coup, c'est ce qui m'empêche un peu de le conseiller alors que le reste est plutôt bien fait. Il y a des bonnes idées, il y a un côté très aussi, coopération, encourager finalement, l'entraide et cetera, qui est peut-être pas mal dans un groupe, justement débutant. Apprendre à pas tout de suite se tirer dans les pattes. Je sais aussi que si j'avais dû commencer le jeu de rôle, j'aurais aimé commencer par Donjons& et Dragons 4 peut-être,
qui était vraiment une espèce de jeu. C'est pas vraiment, enfin, on est à la limite entre le jeu de rôle et le jeu de plateau, quoi, et voire même la limite est un peu passée du côté jeu de plateau plutôt que du côté jeu de rôle en réalité. Mais il y avait le côté les combats pourraient être fun. Il y a 2-3 défauts, mais en tout cas, il y a chaque monstre a des petits pouvoirs spécifiques et cetera. C'est plutôt guidé, donc si, pour un meneur de jeu, par exemple, c'était plutôt un bon truc d'initiation, quoi. Après, au-delà de ça, ouais, je sais pas, je crois, voilà, pour l'instant, je sais qu'en réalité, les donjons, quand ils sont bien faits, c'est plutôt intéressant pour un meneur de jeu et des joueurs débutants parce qu'il y a un cadre qui est extrêmement formalisé. Voilà, tu peux pas aller au-delà du mur et en même temps, il y a une certaine liberté quand c'est bien fait. C'est pas juste des jets de dés, c'est voilà, vous êtes dans telle salle, qu'est-ce que vous faites? Il y a tel, je sais pas, il y a un poisson mort au milieu de la pièce, qu'est-ce que vous faites? Ah OK, il y a peut-être un piège, je vais essayer de enfin, ça permet, c'est ce que DD4 par exemple permettait pas en fait. En réalité, DD4, il y aurait eu un certain système de jet de dés. Alors je sais qu'il y avait les défis de compétences, mais les défis de compétences, c'était quand même très encadré et je pense que du coup, quelque chose comme ça pourrait être pas mal. Il y a pas vraiment de jeu en français, enfin, il y a pas eu de traduction, je crois, qui ont vraiment mis ça, mais il me semble qu'en anglais, The Black Hack était pas mal dans le genre. Justement, une version de Donjons& et Dragons un petit peu plus fun et en le combinant avec des donjons un petit peu qui soient un peu décrits et qui soient correctement faits, ça devrait faire un produit un peu, vraiment bien fait pour de l'initiation, quoi. Et encore une question très simple. Quelle est la meilleure chose à propos du jeu de rôle? Donc la seule et l'unique. Moi, j'aurais envie de dire que la meilleure chose à propos du jeu de rôle, c'est que ça me permet de me mettre dans la peau de personnages, soit différents de moi-même, soit en tout cas d'exprimer des facettes que je peux pas exprimer, pas forcément que j'ai envie de les exprimer, mais enfin, j'ai envie de les exprimer à travers le jeu de rôle. J'ai pas forcément envie de les exprimer dans la vraie vie. C'est pas parce que je prends plaisir à jouer un personnage, antisocial ou un personnage, brutal que j'ai envie de le faire dans la vraie vie, mais on a tous des moments comme ça où on a envie d'envoyer chier les gens ou de régler les problèmes par des manières un peu fortes et c'est chouette qu'on le fasse pas en vrai et que le jeu de rôle nous permette justement comme ça soit d'exprimer soit d'explorer aussi des identités différentes, quoi. Donc maintenant, on va parler un petit peu de ton travail autour du jeu de rôle, hein, et non de ta thèse, même si ça doit être très intéressant, j'en doute pas une seconde. Et on va commencer par parler de ce que je pense les gens te connaissent le plus, le Reniverse. Donc déjà la première grande question, est-ce que le nom est de toi ou est-ce que ça a été inventé par les autres? Et est-ce que tu pourrais nous le présenter dans les grandes lignes à nouveau? Ah déjà, c'est pas moi qui l'ai inventé, c'est ça qui rend la chose plus intéressante, ça me permet de l'utiliser sans arrière-pensée. Normalement, c'était Steve Jakubowicz qui est un ami, avec qui j'avais testé notamment, le 1er jeu du Reniverse justement qui était Perdu sous la pluie. Pour présenter le Reniverse, en gros, l'idée de départ, c'est que les enfants qui se perdent un soir de pluie finissent invariablement par quitter le monde des adultes, et donc ils passent, voilà, peu importe la raison pour laquelle ils se sont perdus, mais ils cherchent leurs parents ou ils s'enfuient et d'une ruelle à une autre, ils finissent par, voir que les adultes disparaissent et se retrouvent dans une ville, un peu labyrinthique, où il pleut tout le temps et d'où enfin, ou presque tout le temps et des flaques d'eau, des gouttes de pluie, en fait, naissent des créatures voraces, les sirènes de l'averse et tous les enfants savent que les sirènes de l'averse, justement, elles se nourrissent de petits enfants et qu'elles essayent d'attirer dans leur filet. Heureusement, ces créatures-là sont en général un petit peu lâches et du coup n'attaquent que les enfants isolés. C'est pour ça qu'elles recourent justement à des artifices pour leur faire fuir le groupe et le seul moyen de survivre et de peut-être retrouver le chemin de la maison, c'est de rester unis. Et donc ça, c'était vraiment la proposition de départ de Perdu sous la pluie, qui était, le 1er jeu que j'ai sorti là-dedans, donc un jeu, vraiment auto-édité, avec, impression à la demande et tout ça. Et après, ça s'est développé. Ensuite, il y a eu Libreté qui est sorti pour un jeu justement un peu plus en campagne, où, les enfants se sont réunis dans une ville, enfin dans un lieu ils ont refondé une espèce de communauté qui s'appelle Libreté. Alors même que des créatures, les sirènes commencent à devenir de plus en plus nombreuses autour de la cité, parce que plus il y a d'enfants, plus ça les attire malgré tout, même si elles osent pas, comme elles sont lâches justement, elles osent pas attaquer tout de suite. Et il arrive un moment, donc c'est prévu dès le début de la campagne qu'à un moment ou à un autre, elles seront suffisamment nombreuses pour plus avoir, assez peur et donc pour, fondre sur la cité et dévorer tous ses habitants, heu, à part éventuellement les quelques-uns qui auront réussi à fuir. Et ça s'est encore développé avec Explorateur de Bruine où là, alors
Il y a eu le développement, le spin-off, de Bill et d'acier, où là, on imagine que, ce monde parallèle, en fait, en gros, dans une espèce de bulle, la bulle crève et se déverse par petites touches au départ et par touches de plus en plus, grandes dans notre monde à nous, dans une espèce de futur proche où, donc pour lutter contre l'invasion des sirènes qui deviennent de plus en plus géantes, on invente des espèces de robots, de combat façon Evangelion. Et pour piloter ces robots de combat, on a besoin d'enfants, voire, de préadolescents, on va dire, de jeunes adolescents pour les piloter parce qu'il y a que eux qui font réagir ces robots. Alors pour des raisons pseudo-mystérieuses, parce que c'est pas vraiment un jeu à secret. Le but des secrets, c'est plus de relancer la dynamique entre les personnages que de vraiment, faire de l'exploration. Mais bon, je spoil pas sur cet aspect-là. On m'a déjà reproché justement d'être un peu trop, expansif là-dessus. Mais voilà, il y a cette idée qu'effectivement c'est l'inverse, c'est le monde, des Sirènes de l'Averse qui se déverse dans le nôtre et qui crée enfin une fin du monde quoi, très potentiellement. Et Explorateur de Bruine, lui, part du principe que justement, il y a eu, une libreté qui a été créée, donc une citadelle qui a survécu. Du coup, il y a d'autres enclaves qui ont été créées aussi à plein d'endroits et au fur et à mesure, elles ont été réunies pour former une espèce d'empire, enfantin, qui repousse en fait les sirènes de l'averse dans des zones, inexplorées, qu'on appelle les bruines, notamment. Et pour que cet empire, survive, en fait, il y a des gamins qu'on appelle les explorateurs, qui, vont d'enclave en enclave, qui portent des nouvelles, ramènent des histoires pour redonner l'espoir, ramènent des trésors aussi, font du commerce et cetera et cetera et explorent notamment toutes ces zones un petit peu mystérieuses, quoi. Il y a juste un jeu, on va dire, à part qui a été créé pour un Game Chef qui était Comme des larmes, sous la pluie, qui est vraiment pour le coup complètement basé sur l'idée de découverte, tout ce que, voilà, on joue, il me semble, il y a un meneur de jeu, 4 pré-tirés, très particuliers qui se réveillent, dans un endroit improbable et ça c'est censé raconter encore un petit peu un autre aspect en fait de cet univers-là, donc j'en dis pas plus là-dessus, si quelqu'un veut se lancer, je veux pas spoiler, non plus. Donc on voit que tu as un univers qui est assez développé. Quand tu as fait Perdu sous la pluie, est-ce que tu avais déjà en tête d'en faire un univers persistant qui allait se développer à travers plusieurs jeux ou ça s'est fait autrement? Ça s'est fait complètement autrement. Je sais pas du tout, honnêtement, ça s'est fait très progressivement, donc je sais que quand j'ai fait, Perdu sous la pluie, c'était vraiment l'idée, c'était juste de faire un jeu court, justement parce que c'était l'époque de la grande, effervescence, on va dire, du jeu de rôle indépendant, on va dire branche, la cellule, Romaric Briand, Fabien Hidvine notamment. C'était, parce que Fabien Hidvine avait créé un groupe de création de jeux. Donc c'était un peu, on va dire, la période après la Forge en France, quoi. Parce qu'il y a eu une scène indépendante avant ça et là, c'était, on va dire, la deuxième vague, je pense qu'on pourrait dire peut-être. Troisième, deuxième, enfin, on va dire deuxième. Et du coup, vraiment, voilà, c'était l'idée de faire un jeu court avec un principe très simple, j inspiré de plein d'éléments, divers amalgamés. Et après, je sais plus, j'ai eu envie de faire un jeu qui, je pense que c'est très influencé, ça c'est clair, par Apocalypse World, qui offrait peut-être une autre, façon de considérer le jeu de rôle en campagne. C'était un petit peu un mélange entre le jeu de rôle indépendant et le jeu de rôle un peu plus sur le long terme, parce que je me sentais un peu frustré par les one shots et je sais pas pourquoi, ça c'est à un moment, ça a fait tilt enfin, je pense qu'il y avait une mécanique qui était l'idée de personnages qui, emmagasinaient de la colère et de la frustration et lâchaient ça et je sais pas, ça a dû se fusionner avec le monde de Perdu sous la pluie peut-être, à un moment ou un autre, ou l'envie de rajouter quelque chose. Vraiment, c'est un peu voilà, c'est sans doute pas si mystérieux que ça, mais c'est comme c'est un peu vieux et que ça s'est passé sur le long terme, je saurais pas dire à quel moment ça a fait vraiment clic, mais c'est plein de petits éléments comme ça qui ont coagulé pour faire le jeu, quoi. Du coup, tu nous as brièvement teasé sur Comme des larmes sous la pluie. Est-ce que tu as joué avec des nouvelles mécaniques, toujours dans cet univers du Reniverse? Alors tu veux dire en dehors des jeux que En j'ai dehors cités des ou? jeux que... Enfin, voilà, on va dire d'un titre personnel. Est-ce que tu as un petit peu exploré d'autres mécaniques, d'autres facettes de cet univers? Bah, pas vraiment en fait. En général, quand je teste une mécanique, alors j'ai des idées de mécanique que j'ai pas encore testées.
Mais alors déjà, c'est en partie dû à ma façon de créer, c'est-à-dire que j'ai tendance à beaucoup, 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 beaucoup cogiter, beaucoup réfléchir, beaucoup retourner les choses. C'est-à-dire que je fais des playtests, mais généralement quand je lance alors il y a souvent un playtest qui est majeur, qui change radicalement les choses. C'est ce qui était arrivé, à Libreté, par exemple, où j'avais voulu m'éloigner un peu de Apocalypse World sur certains et je crois qu'au début, je me demande si je me suis pas planté, je me demande si au début c'était pas un autre système justement uniquement avec cette histoire d'emmagasiner de la frustration et que c'était pas Apocalypse World, j'ai changé radicalement le système pour passer à ça, mais généralement malgré tout, j'ai tendance à lancer les tests qu'à partir du moment où le jeu est tellement avancé que je suis à peu près sûr qu'il va sortir, quoi. Les, il y a peut-être eu un test d'un supplément libreté pour jouer des Magical Girls, qu'on a fait un seul test et pour l'instant le jeu est tout sauf avancé. Donc clairement ça c'est un contre-exemple, mais pour l'instant j'ai des projets, de jeux qui n'ont pas vraiment encore de système, très très déterminé, quoi. C'est plus des idées globales, notamment des idées sur l'idée de ce qu'on appelle le group play, c'est-à-dire jouer, non pas un personnage, mais un groupe. Ce qui fait que tu peux piocher un personnage, en fonction de tes envies, sur le moment ou de l'histoire ou des choses comme ça. Ça, c'est les gros trucs qui me tentent, mais derrière, il y a pas vraiment de système et je sais que j'aime pas par contre prendre un autre jeu et me débarrasser du background pour l'utiliser pour faire du Reniverse, quoi. Je sais que Thomas Munier, par exemple, fait pas mal ça avec, Influenza. C'est-à-dire qu'il prend plein de jeux différents et il les ramène toujours à son univers. Ça, c'est quelque chose que j'aime pas faire, en fait. Je préfère vraiment prendre un jeu tel qu'il est dans son ensemble ou alors en créer un, quoi. Ou en repompant des idées, hein, on va pas se leurrer, voilà, Libreté doit beaucoup à Apocalypse World, et Explorateur de Bruine doit énormément à l'OSR et à tous les rétro-clones de Donjons& et Dragons. Au cours de tes jeux, tu nous fais souvent jouer des jeux d'horreur et où on joue des enfants. Et alors que c'est pas quelque chose qui est spécialement rare, hein, ça existe. On a Little Fear, Summer Camps, Tales from the Loop dans une certaine mesure. Mais cela dit, t'as quand même pris beaucoup à contre-pied pas mal d'idées reçues sur le fait de jouer des enfants en jeu de rôle, notamment le fait que généralement les enfants sont pas fondamentalement méchants et c'est rare que leur vie soit directement menacée. Et t'es vraiment parti à l'opposé de ça. Surtout, je pense, sur Perdu sous la pluie, où clairement les enfants sont méchants les uns envers les autres et meurent quasiment obligatoirement à un prêt. Donc, qu'est-ce qui t'a donné envie d'explorer cette voie un peu inhabituelle? Je pense Little Fears, je l'avais acheté il y a longtemps, je crois dès la première édition, donc j'avais quand même ça, je pense, à mon avis, un petit peu en tête. Après, je pense que ça fait partie du projet global en réalité parce que, à mon avis, c'est compliqué d'analyser ce qui a donné, naissance à Perdu sous la pluie parce que, c'est le jeu matriciel, quoi, quelque part. Je pense que ça fait partie de mon caractère déjà qui est assez pessimiste, hein, je vais pas mentir là-dessus. Hem, qui, et je sais il y avait ce côté, un petit peu ouais, il y a un côté désespéré quoi, dans la proposition de départ de Perdu sous la pluie quoi. Un gamin seul, enfin ça parle de solitude, ça parle d'abandon, et je pense qu'en fait c'est limite peut-être si c'est pas le sentiment de sentiment la volonté de parler d'un jeu, de faire un jeu qui parle justement d'abandon, de solitude, qui a, entraîné le fait que ce soit des enfants, en fait. Parce que je trouve que c'est un sentiment qui nous ramène assez, facilement, en fait, à ce qu'on était et ce qu'on est toujours en réalité un petit peu, quand on était petit, quoi. Je pense que je pourrais rattacher ça à quelques souvenirs, Heu, un des souvenirs qui me revient toujours et à mon avis qui est lié un petit peu à ça, je pense qu'on peut pas l'écarter. C'est genre, je pense en primaire par exemple où je sais pas, j'avais paniqué, à l'idée d'aller à l'école, je m'étais senti, abandonné par ma mère et j'avais couru, donc je m'étais enfui et j'avais été, récupéré par un agent de police qui faisait la circulation quoi, qui m'avait empêché d'aller trop loin, quoi. Mais il y avait vraiment, enfin, c'est quelque chose que je rattache très fortement à l'enfance. Et ce qui ne veut pas dire qu'on ressent pas du tout ça en tant qu'adulte. Je pense, je pense que c'est vraiment quelque chose que j'ai dû ressentir ou ressentir chez d'autres personnes adultes qui m'a fait reconnecter avec l'enfance à ce moment-là. Et voilà, c'est tous ces éléments-là qui se sont liés. Et, c'est vrai que ça aurait
pu quand même créer un jeu où on traite hem, comment dire? De solitude, mais qui mène néanmoins à la fin à une bonne surprise, c'est-à-dire l'enfant est retrouvé, et cetera. Mais le problème du jeu de rôle, c'est qu'on expose les mécaniques, quoi. C'est un peu on expose les tripes du jeu, quoi, directement. Ce qui fait que si on n'est pas honnête avec ces mécaniques-là, c'est-à-dire que si on propose systématiquement comme on le fait parfois avec le jeu de rôle traditionnel, même si on le cache un peu, le côté, à la fin ça va bien se passer obligatoirement. Ça tue un peu la sincérité de l'effet pendant la partie, quoi. OK, tu es seul parce que tu as peur de mourir, mais t'inquiète pas, à la fin de la partie, tout le monde tu vas retrouver tes parents et hop, c'est fini, quoi. Là, ça voilà, il y a le besoin quand même à un moment ou à un autre qu'il y ait ce risque, voire même là, pour le coup, pour, Perdu sous la pluie, c'était une obligation, qu'il y ait au moins, tout le groupe sauf un, qui se fasse, récupérer, quoi. Enfin récupérer, qui se fasse manger, en fait, récupéré par les sirènes, qui n'est pas récupéré par leurs parents. D'ailleurs aussi, c'est vrai que ça c'est un autre gros pan de ton univers en dehors de jouer des enfants, c'est qu'on a cette menace, ce monstre qui sont les sirènes de l'averse. Quelle était un peu la genèse de ce monstre? Comment t'en es venu à imaginer ces créatures qui sont relativement mystérieuses dans le fond? Là, je vais pas avoir une bonne réponse, parce que j'y réfléchis et je sais pas du tout comment c'est venu. Si, une partie du truc, c'est clairement une bande annonce d'un jeu qui s'appelait Rain, je crois que c'était, ou Lost in the Rain, je sais plus. Je crois qu'en anglais, c'était Lost in the Rain et en français, ça devait être Rain, où tu joues et pour le coup, ça recoupe avec les gamins, en fait. C'est où tu joues 2 enfants qui sont sous la pluie. Donc, là, pour le coup, ça grille complètement toute grande originalité du grand créateur, et qui sont poursuivis par des espèces de chiens, en fait, qu'on voit que, il me semble qu'ils sont invisibles et tu les vois que quand, en fait, il leur pleut dessus ou quelque chose comme ça. Je crois que c'est ça. J'ai jamais joué au jeu, c'est vraiment juste la bande annonce qui m'avait marqué. Et on pourrait retrouver aussi des éléments de comment ça s'appelle? Silent Hill, aussi cette espèce de ville, paumée, où il pleut, assez souvent quand même malgré tout, ou alors il y a de la brume, des choses comme ça, mais je pense que c'est vraiment le cœur du truc. Après, les sirènes se sont développées avec, le besoin en fait de complexifier les choses. C'est-à-dire qu'au départ, les sirènes, c'était vraiment très, très utile pour un jeu, où tout le monde est meneur de jeu, où tout le monde s'empare des trucs, où ça change toutes les 2 minutes, c'est pas grave parce que c'est des monstres protéiformes, qui sont en fait quasiment des symboles en fait, dans Perdu sous la pluie, quoi. Parce que c'est aussi les mauvaises pensées, c'est aussi, les voix dans la tête des gens, la sueur froide qui coule le long du dos, enfin, il y a un peu de ça, quoi. Il y a une espèce de perméabilité entre les mauvais sentiments, enfin entre la peur et les créatures. Et c'est après où ils ont commencé à se développer, où on a vu, où j'ai commencé à faire des espèces de sirènes humaines au sens où, des créatures justement on est toujours dans la logique de la solitude et de l'envie, sauf que là, c'est des créatures qui veulent aller vers les autres, sauf que, au fond d'elles, elles peuvent pas s'empêcher d'avoir faim de chair humaine et du coup, il y a toujours ce côté, elles sont rejetées parce qu'elles sont différentes et en plus, si jamais, la proximité peut mener à quelque chose d'assez violent, enfin bon, c'est quelque chose qui a été développé. Après, il y a aussi eu des sirènes plus complexes qui se nourrissent d'autres sentiments et ça, c'était plus un besoin, on va dire, d'aller un peu plus loin que ça, que simplement des créatures qui mangent, de la chair humaine en permanence, quoi. On va s'intéresser un tout petit peu à l'aspect matériel. Encore une fois, toujours dans le Runiverse, on a eu trois grands ouvrages et qui étaient chacun sur des formats très différents et écrits de façon très différente aussi. Pour ceux qui ne le savent pas, on a Perdu sous la pluie, qui est un petit fascicule au format carré, illustré comme un livre pour enfants. On a Libreté, qui est en format classique, si je me rappelle bien. Un A5 un petit peu, enfin assez classique, ouais. Voilà, qui est extrêmement pédagogique d'ailleurs dans la façon d'être écrit. Et par contre, on a donc le dernier, le Explorateur des Bruines, qui a été écrit comme par un enfant, c'est sous format italien si je ne m'abuse. Je crois, alors là, j'avoue que c'est pas moi qui ai choisi le format, Ouais, celui-là, les noms, c'est Willy c'est... Cabourdin. Mais oui, c'est un peu comic book, un peu, peut-être format italien, ouais, Donc, plein de questions là-dessus. J'allais dire, est-ce que c'est est-ce que c'est une volonté de ta part d'avoir ces formats différents ou est-ce que ça a été fait au fur et à mesure? Quand tu t'es lancé dans l'écriture, vraiment, est-ce que c'est
dès le début, tu t'es dit j'aimerais écrire quelque chose dans ce type-là pour refléter l'ambiance. Enfin bref, comment on s'en est venu à avoir ces volumes très différents? Oui, il y a un vrai projet, parce que si on prend je pense que pour les Erandukio, qui était le jeu que j'avais écrit avant, il y avait pas de réflexion sur le format. J'avais pas la main mise de toute façon dessus, et du coup, c'était à l'époque, on faisait du A5, donc le jeu était en A5, comme, quasiment toutes les productions, on va dire, qui étaient pas du gros mainstream, A4, couleur, 500 pages, quoi. À partir de Perdu sous la pluie, je sais que, j'en avais un peu marre de voir du A5. Tout le monde faisait du A5 en fait et je m'étais dit: «Ben, est-ce qu'il y a pas d'autres formats qui pourraient être sympas?» Et j'avais un peu l'idée de faire un petit livre, un peu comme livre pour enfants quoi, justement avec, assez peu de texte par page, un truc un peu aéré et donc un style d'écriture, honnêtement, je me souviens plus exactement quel style d'écriture je visais et ça fait longtemps que j'ai pas relu Perdu sous la pluie, mais ça voulait être un petit peu bâtard entre le manuel de jeu, parce qu'il faut quand même apprendre à jouer et en même temps un truc un petit peu littéraire, un petit peu sympa, une invitation quoi à lire. Et le problème, c'est que je crois que les formats, j'avais trouvé que, CreateSpace qui était le site d'impression à la demande qui faisait du carré et c'était du gros carré, quoi. Donc le jeu est plus gros que, ce qui était prévu au départ, ce qui fait un autre style, très, très aéré pour le coup, parce qu'il y a des grosses plages blanches, enfin plages blanches, on va dire, sur les côtés. Donc ça, c'est à moitié du coup volontaire. Je voulais bien le carré, mais je voulais pas forcément aussi grand. Mais ça a quand même marché puisque les gens disent justement que ça leur rappelle les livres pour enfants. Du coup, ça a pas tué cette volonté. Ouais, les illustrations aident Heu, beaucoup et du coup, ouais. c'est vrai que le fait d'avoir peu de texte, ça rajoute aussi vraiment ce sentiment. Oui, bah, c'est ça quoi. Il y a en fait, il y a une espèce de projet un peu global quand même quoi. L'idée de que ce soit un jeu simple, donc une écriture qui, prenne pas trop de temps pour expliquer non plus de plombe, chaque élément. Voilà, une esthétique un peu moins type, manuel de jeu. Du coup, Libreté, pour le format, moi je suis revenu sur du A5. Je sais pas vraiment, je pense que c'est le truc qui me paraissait évident à ce moment-là, parce qu'il y aurait pas forcément énormément d'illustrations, que Apocalypse World, la plupart des produits de Powered by the Apocalypse étaient du A5 aussi, donc ça s'intégrait là-dedans aussi, quoi. Il y avait quand même, avec un petit kit de démo pareil A5 un peu court, quoi. Il y avait plusieurs petits fascicules comme ça qui étaient vendus à part et par contre pour l'écriture, clairement, c'est un jeu où je suis à moitié satisfait. C'est-à-dire que je suis satisfait du côté didactique, ça, les retours sont vraiment très, très, vont tout à fait dans le sens de ce que je voulais. C'est-à-dire justement un jeu qui soit agréable et en même temps clair. Il y avait un petit peu une volonté parce qu'à l'époque aussi on faisait, pas mal de il commençait à y avoir des contacts avec le milieu des librairies et il y avait, notamment la librairie Charybde qui donnait lieu à pas mal de discussions un peu moitié, littéraires, moitié jeu de rôle. Il y avait comme ça des espèces de passerelles qui commençaient à être esquissées et je pense qu'il y avait un peu la volonté de peut-être, avec ce jeu, toucher un public différent donc quelque part ça impliquait, un texte un peu plus didactique quoi, souhaiter la bienvenue à des gens qui connaissent pas le jeu de rôle et essayer de les parce que comme tu disais, il y avait des références peut-être aussi, on parlait des enfants méchants entre eux, il y avait des références littéraires de type, Sa Majesté des Mouches. Donc on s'éloignait un peu du jeu de rôle un peu geek quoi, pour entrer dans quelque chose qui peut-être pouvait intéresser d'autres personnes. Je pense pas que ça se soit vraiment fait, je pense pas que que Libreté ait touché un public extrêmement large au-delà, enfin, je pense que ça a touché des gens, qui, par exemple, font pas de Donjons& et Dragons, mais je pense pas que ça ait touché énormément de gens qui ne font pas de jeux de rôle, d'habitude, quoi. Ou en tout cas, qui ça a pas amené au jeu de rôle des gens, je pense pas. On verra, hein, peut-être que je me trompe. Je sais que le jeu a été un peu utilisé notamment dans avec des classes, avec des enfants qui ont eu des vies un peu difficiles et que ça leur permettait justement donc là, comment dire? D'exprimer aussi des sentiments qu'ils n'arrivent pas à exprimer forcément, dans d'autres situations. Mais, bon là où il y a aussi un vrai travail d'éducateur quoi derrière. C'est pas juste le jeu qui fait ça, quoi. Et le truc sur lequel je suis un peu moins satisfait, c'est que c'est un jeu un peu justement qui se voulait avec, un côté un peu littéraire. C'est comme si je me sentais un peu frustré avec le côté description de règles. J'avais pas forcément envie de faire de la description très mécaniste, très, scientifique et du coup, j'avais créé cette persona, d'un individu qui a vécu à Libreté, qui crée un jeu de rôle pour, refaire vivre ces gens. Donc là, l'idée était plutôt pas mal, mais du coup, ça faisait qu'il y avait des parties un petit peu,
ouais, on va dire littéraire quoi, avec un point de vue vraiment, une persona, un narrateur et il y avait d'autres parties qui étaient beaucoup plus, didactiques, mécanistes et du coup, je trouve que les 2, voilà, il y avait un côté, j'ai pas forcément tranché entre les 2, donc c'est ce qui fait que c'est plus agréable à lire, je pense, que si j'avais, tranché. Mais en même temps, c'est un peu moins en termes de projet, ça se tient un peu moins, quoi. Pourquoi ce personnage, d'un coup, se mettrait à parler comme, de façon hyper, didactique pour ça tient pas, en fait, le pacte, on va dire, de lecture est un peu rompu à un moment, là-dessus, quoi. Ce que j'ai voulu ne pas faire, en fait, pour le coup, De Billet d'acier, lui, va complètement du côté didactique et je crois très, très peu du côté, il y a quelqu'un qui a vécu, ça, qui vous raconte, quoi, il y a un petit peu de ça. Peut-être que je me trompe, parce qu'il me semble que si je me souviens bien, j'ai réécrit deux trois phrases pour donner un aspect, dramatique, mais je crois que globalement, on n'a pas le sentiment de lire un livre de quelqu'un qui aurait vraiment vécu, la fin du monde et qui essaierait de faire un jeu de rôle là-dessus, quoi. Ça tenait plus. Là où du coup, Explorateur, j'ai tranché plutôt du côté, OK, c'est un gamin qui, vit, dans ce monde-là, qui a écrit un jeu de rôle parce que faut bien s'amuser un peu, les soirs de pluie quand les sirènes, hurlent à vos portes, et à vos fenêtres pour vous manger et voilà, mais du coup, il vous propose de vivre à une époque un peu mythique, de l'Empire enfantin où les gamins étaient en train de gagner, où les sirènes, reculaient et où il y avait des gens courageux qui exploraient des bruines, qui ramenaient des trésors et des trucs comme ça, quoi et donc du coup, c'est vraiment complètement là, pour le coup, volontaire. Il y avait vraiment ce côté, j'en ai marre d'écrire enfin, j'ai pas envie sur ce projet ou j'en ai marre, mais on pourra revenir là-dessus. J'ai pas envie d'écrire un manuel de jeu didactique, j'ai envie d'écrire un truc, qui soit, efficace, stylisé, qui fasse très peu de concessions. Alors j'en ai fait en réalité, ça un gros, gros boulot en réalité pour que ce soit lisible. Je me suis pas juste lâché, en mode j'en ai rien à faire que les gens qui me lisent comprennent rien. Mais c'est quasiment, enfin la moitié du temps d'élaboration du jeu, ça a été de l'écriture, de la réécriture, de la réécriture pour que ce soit, à la fois, que ça donne cette impression de spontanéité et en même temps que ce soit quand même, utilisable et lisible, quoi. Ce qui veut pas dire que je ferai la même chose pour tous les autres jeux. Je pense que là, pour le coup, j'ai atteint un extrême. Il y avait le côté, «Allez, c'est bon, là, celui-là, j'y vais à fond», je me donne des raisons pour que le personnage parle comme ça. Il est conscient d'écrire un jeu de rôle, c'était déjà un petit peu enfermant dans Libreté, mais il parle pas à des, rôlistes du, 21e siècle de Paris, enfin de la France, on va dire, parce que Paris, j'exagère, ouais, mais voilà, il parle à des gamins, d'un monde parallèle, et il leur parle comme il parlerait, dans la vraie vie. On va parler un petit peu aussi d'autres choses parce que tu n'as pas fait que le Universe. Donc, tu nous as dit que ton premier jeu de rôle c'était Les Errants du Kyo. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Et est-ce que du coup, il y a eu sûrement d'ailleurs un ou des autres jeux qui n'ont pas été publiés, mais que tu as fait. Par quoi, quel a été au final le premier jeu de rôle que tu as fait? Alors, si on devait vraiment remonter avant, les errands d'Ukio, je vais commencer par, chronologiquement. Avant ça, il y avait certainement un jeu médiéval enfin, je sais qu'il y avait un jeu médiéval fantastique, où la grande originalité, c'était de proposer, des races qu'il y avait pas, genre tu peux jouer un squelette ou un gobelin, et il y avait des formes de magie différentes. Enfin bon bref, il faut que tout le monde doit en passer par là, j'ai l'impression, en tout cas, tous ceux qui ont eu une formation rôliste, tradi, cliché. Donc faites-le, hein, mais j'aurais tendance à dire n'essayez pas de le sortir forcément de manière professionnelle, hein, c'était pas le but. J'avais aussi fait un jeu, et on peut le trouver aujourd'hui encore, qui s'appelait Sombre Héros. Alors c'était un peu du proto-indépendant, paradoxalement. Et je pense qu'il y avait dû y avoir j'avais dû faire un jeu, tradi avant, pareil, pour jouer dans un univers à la Ken le Survivant, alors la référence commence peut-être à périmer, mais en gros, c'est ou Dragon Ball, quoi, des personnages un petit peu. Alors, c'était plus Ken le Survivant et les Chevaliers du Zodiaque, du style, il leur arrive des drames horribles, ils pleurent beaucoup, mais ils piochent dans toutes ces souffrances la force pour vaincre l'ennemi. Et bon, c'est un jeu qui me fait encore marrer quand je le relis, et il serait clairement perfectible au niveau des mécaniques, mais bon, voilà, vous pouvez le trouver. Je crois que c'est sur mon site, ou au pire, vous tapez Sombre Héros au pluriel, et normalement, le PDF se trouve. Les Errands d'Ukio,
C'est le vrai premier jeu. Alors avant ça, j'avais écrit un petit peu pour Multisim, mais c'était, genre juste avant qu'il meure. Donc du coup, c'est des jeux qui ont pas c'est des suppléments qui ont pas été produits. J'avais écrit, pour le supplément sur l'atlas de Agon, par exemple. J'avais écrit un supplément, officieux, les Ulmecs pour, avec quelqu'un d'autre, pour, Guild. Voilà, il y avait eu comme ça des j'avais écrit pour le fanzine aussi de Agon et vraiment, les Erandukio, c'est le moment où j'ai réessayé d'écrire parce qu'il y avait plein de gens qui sortaient des jeux, de manière indépendante, parce que j'essayais à cette époque-là de faire du cinéma et que ça marchait pas et que du coup, j'en avais marre d'écrire des dossiers de présentation. J'avais envie d'écrire un truc de A à Z qui soit à moi et donc j'avais sorti ce jeu-là et j'avais trouvé un illustrateur qui a disparu ensuite. Du coup, j'ai été obligé de le sortir gratuitement et après il y a un éditeur qui m'a contacté pour le sortir, cette fois de manière professionnelle. En réalité, le jeu est quasiment identique. On a embauché un nouvel illustrateur du coup, mais sinon pour le contenu est très, très proche de la version, amateur qu'on retrouve. Il y a eu assez peu de travail d'édition qui a été fait dessus et c'est vraiment un jeu très inspiré, comme je disais, des mécaniques de Hero Wars. Parce que pour le coup, avec ce que j'imaginais être une correction un petit peu du système, mais en gros l'idée c'est ça quoi. Un personnage est défini par des phrases clés, qui sont ce que tu veux. Donc tu peux avoir la technique du renard ou remettre ses lunettes d'un geste négligé, des choses comme ça quoi. Et après à toi aux meneurs et aux joueurs de remettre ça un petit peu en contexte. Et le principe c'est du Shambara quoi, du cinéma de sabre japonais, un peu cliché quoi, surtout dans la mesure où c'est du jeu de rôle quoi, encore plus que dans un film. Et parce que je suis assez fan, enfin ouais, pareil, hein, quitte à faire dans les clichés du rôliste, hein, je suis assez fan du Japon médiéval, pour plein de raisons, des films de Kurosawa et cetera. Et donc c'était une façon aussi de mettre ça dans un jeu quoi, très très inspiré aussi en termes éditorial de, comment ça s'appelait? Final Frontier, qui était un jeu qui m'avait retourné la tête de John Doe quoi, justement avec ce côté, petit jeu, un petit peu référentiel assumé, et cetera et cetera. Voilà, il y a comme ça plusieurs influences, assez clairement identifiables, hein. Et c'est un jeu qui a eu son petit succès, qui était tiré à très peu d'exemplaires, avec très peu de publicité, mais du coup, c'est devenu un jeu culte au sens, propre du terme. C'est-à-dire qu'il y a très peu de gens qui y ont joué, qui ont trouvé ça très cool et d'autres qui et j'ai eu régulièrement des demandes de: comment trouver le jeu? Et du coup, j'indique le PDF gratuit, hein. Peut-être sans doute que si je trouve du temps, je le ressortirai en impression à la demande, par exemple. Mais il faudrait que je le modifie un tout petit peu. Je peux pas le ressortir tel quel, sans me poser de questions, quoi. Et est-ce qu'il y a eu d'autres jeux depuis? Non, je crois pas. Vraiment après ça a été, perdu sous la pluie et cetera. Il y a des petits projets, mais pour l'instant, je suis souvent retombé dans leur univers en fait, hein. Bah écoute, je pense que c'était complet, hein, là. Pas mal, je vais essayer de mettre les liens des différents PDF dans la description. Quelle a été l'étape la plus difficile pour créer ton premier jeu? Je pense alors c'est compliqué parce que Erandukio, je me souviens pas trop. Le plus difficile, à ce moment-là, ça a été d'organiser les choses en chapitres et cetera, de savoir ce dont j'avais besoin réellement, pour que ce soit correct. Mais ça a été surtout ça, en fait. Après le reste, c'était finalement pas très difficile et puis bon, il suffit de regarder deux trois bouquins, surtout que c'était un jeu un peu voilà, c'était pas un jeu qui comptait révolutionner, le genre, quoi. Donc il suffit de regarder un peu comment, sont organisés les jeux. Une fois que vous avez, les chapitres, vous devez vous en sortir, quoi. Hem, Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir d'autre après, après le plus difficile, il y a plusieurs choses. Il y a le syndrome de l'imposteur. Je crois que je l'ai pas trop senti aux errants. Je l'ai plus senti au niveau de Perdu sous la pluie parce que Perdu sous la pluie, c'était un jeu qui a été très peu playtesté, un tout petit peu normalement, et qui en même temps se voulait assez, beaucoup plus expérimental que les errants. Parce que les errants, bon, en réalité, les jeux de rôle, ils sont souvent enfin la plupart des jeux de rôle traditionnels sont pétés à plein de niveaux et ils marchent quand même parce qu'on a, sauf quand vraiment ils font n'importe quoi, mais sinon, on a le meneur de jeu, les joueurs, en globalement, ils font fonctionner le truc, quoi. Quand on commence à rentrer dans des jeux beaucoup plus mécanistes où, c'est le système qui détermine quand la fin de la partie a lieu ou des choses comme ça, bon, en réalité, c'est un peu plus souple que ça, mais il y a un peu la trouille quand même que ça marche pas du tout, quoi. Donc il y a eu cet aspect-là et ça déborde simplement le fait de donner le jeu. Ça va aussi dans le se vendre, se faire connaître, oser aller,
demander aussi, parce qu'il y a pas mal d'indépendants qui font pas ça, aller demander aux personnes qui ont des podcasts de parler de leur jeu, par exemple, pour se faire connaître, des choses comme ça, quoi. Ça, c'est quelque chose qui est sans doute assez difficile. Mais en même temps, ça n'a pas été si dur que ça parce que j'étais quand même déjà en train de discuter avec pas mal de gens sur des forums avant de vouloir sortir le jeu. Ça a d'abord été des discussions théoriques et après le fait de vouloir sortir mon propre jeu en fait. Est-ce que du coup, tu aurais un conseil pour quelqu'un qui voudrait écrire son jeu de rôle? Ouais, j'en ai plein parce que ça m'est arrivé pas mal de fois justement d'entendre des gens me parler de leur projet, quoi. Et j'ai envie de dire, bah, déjà, faut être au clair de ce que vous voulez, hein. C'est souvent les gens sont pas au clair, c'est-à-dire que souvent il y a un côté, je veux le sortir, c'est pas grave si ça marche pas, mais en même temps c'est mon bébé, donc ça me fendra le cœur si ça marche pas. Et donc il y a un côté comme ça, à la fois on se donne pas les moyens que ça marche et en même temps, on a envie que ça marche, mais on n'ose pas le dire. Enfin, il y a comme ça souvent un gros problème d'être au clair par rapport à ses intentions. Si vous voulez juste le sortir le jeu pour des amis, en impression à la demande, bah, déjà faites-le en impression à la demande plutôt que de faire un financement participatif, c'est beaucoup plus au moins vous mettez pas la pression sur tout le monde et bon ça marche, ça marchera peut-être un peu. Faites un peu de pub quand même, parlez-en, apprenez à en parler, en prenant en compte le fait que l'autre en face a pas forcément envie, d'entendre un pitch de 2 heures quoi. Essayez de peaufiner ça parce que malgré tout, il y a une dimension, commerciale, même si on s'éloigne vraiment le plus possible du commerce, il y a une dimension de communication, donner envie aux autres et ça, c'est des techniques qui sont réutilisées, y compris à des niveaux commerciaux. Après, vous n'êtes pas obligé de vous vendre au sens de vendre votre âme. Vous pouvez être honnête par rapport à ce qu'est le jeu, mais vous pouvez aussi quand même améliorer la façon dont vous le présentez. Ça, c'est un point qui est quand même assez important, justement d'être capable de donner envie, de jouer au jeu. Donc commencer par des petites choses et après peut-être si les gens sont intéressés, développer davantage. Et faire super gaffe, bah, lire plein de jeux en fait, j'ai envie de dire, lire plein de jeux, lire pas que des jeux, traditionnels. Ne pas croire que c'est super intéressant, et passionnant que votre dé en fait c'est un D12 ou que c'est 2 D12 ou que c'est, 3 D8 ou, éviter les termes genre c'est un système de jeu simple mais pas simpliste, enfin des choses comme ça quoi. Faut aller au-delà en fait, j'ai envie de dire. Surtout si vous voulez aller faire davantage que simplement sortir votre jeu en tant que vanity project, ce qui est un truc tout à fait louable, hein, il y a pas de problème à ça. Mais faut vraiment lire plein de jeux, se tenir au courant de ce qui est sorti dernièrement et faire gaffe si votre jeu c'est, un énième, jeu de rôle médiéval fantastique, avec des races nouvelles et un univers chiadé, et cetera. Parce qu'en fait, il y en a des milliers et que, même si vous avez un super illustrateur, il y a plein de jeux, commerciaux qui s'en tirent avec un super illustrateur, voire plusieurs super illustrateurs. Mais c'est un peu dommage, quoi. Il y a un moment où se poser la question pourquoi est-ce que j'ai envie de sortir un jeu en fait. Si c'est, comme je disais, si c'est juste un petit projet perso, envie de voir enfin un livre sorti, il n'y a aucun problème à ça. Vous pouvez faire du médiéval fantastique. Faites un effort, effectivement, pour pas non plus faire n'importe quoi, mais il n'y a pas de problème à ça. Si vous voulez aller un petit peu au-delà, bah, demandez-vous vraiment pourquoi votre jeu il est intéressant dans le gros mot, le marché actuel, quoi, pas forcément au sens uniquement commercial, mais aussi au sens, artistique, quoi. Pourquoi artistiquement, est-ce que quelqu'un aurait envie d'acheter ce jeu-là? Parce que bah, mine de rien, même si votre jeu, c'est quelque chose avec lequel, il y a pas mal d'indépendants, sont pas au clair aussi, mais, acheter un jeu, c'est un acte en soi, qui est pas non plus, négligeable, ne serait-ce que parce que tout le monde n'a pas les moyens. Même un jeu à 10 euros parce que, OK, 10 euros c'est pas cher, mais il y a 10 000 autres trucs à 10 euros qu'on aimerait s'offrir et on fait des choix, et cetera. Donc il y a aussi un respect par rapport au lecteur potentiel, quoi. Pourquoi est-ce que c'est intéressant pour lui, de lire ça? Qu'est-ce que je lui offre? Voilà. C'est des questions qui sont à mon avis, impossibles, enfin qui est nécessaire de se poser et que je me pose, en permanence. Voilà, quand je sors explorateur, j'angoisse parce que, je me dis: «OK, il y a plein de jeux, OSR qui sont sortis», parce qu'il y a des gens qui ont bien aimé Libreté qui vont l'acheter en disant: «Ah c'est cool, c'est le créateur de Libreté», mais en fait ça n'a rien à voir et du coup ils vont être, peut-être, déçus, et cetera, et cetera. Donc il y a un moment où je me pose des questions. Après je fais un choix à un moment ou à un autre, je peux me dire: «Tant pis», j'essaye d'être honnête après dans la com. Par exemple pour l'écriture d'explorateur qui est quand même très particulière, je peux tout à fait comprendre qu'il y ait des gens que ça irrisse.
Bah, du coup, j'essaye dans la com de mettre ça en avant. Après, s'il le voit pas, bon, il y a un moment où je peux pas non plus si je peux pas non plus à l'inverse dire: «Attention, ce jeu est écrit bizarrement», parce que là, du coup, ça devient un défaut presque. C'est comme si j'en avais honte alors que c'est pas le cas. Mais, j'essaie quand même un peu d'être honnête, voilà, bon, c'est un peu mélangé, mais il y a cette idée-là, quoi. Donc du coup, oui, tu viens de sortir Explorateur des Brines, hein, il est sorti il y a 3 4 mois maintenant. Est-ce que tu as déjà d'autres choses en préparation? Tu es libre de répondre à cette question comme tu le sens, par oui, non ou creuser un peu plus. Bah, j'ai plein de trucs en préparation. Après, j'ai eu une année hyper débordée déjà, le temps que j'ai consacré à la sortie d'Explorateur, ça a été, déjà du temps, presque que j'avais pas théoriquement, mais bon ça j'ai assumé, hein. Mais du coup là, je commence à avoir un tout petit peu plus de temps et ça devrait s'améliorer, mais je voudrais vraiment essayer de travailler. Alors j'ai les bruines, j'ai les suppléments gratuits déjà d'Explorateur à finir, donc même si c'est que du travail éditorial, ça reste du travail. Et j'aimerais me concentrer autant que possible sur un supplément, pour Explorateur, quoi. Au moins sortir ça avant de, travailler sur d'autres projets. J'ai d'autres projets dans l'univers du Réniverse, un autre projet peut-être de science-fiction qui serait pas du Réniverse pour le coup, mais c'est très, 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 très loin, donc voilà, à voir. Il y a des fois en fait, quand les choses cogitent en toile de fond, il arrive des fois que ça pop, dans la sphère consciente et du coup que le jeu avance très, très vite d'un coup. Donc j'exclus pas la possibilité qu'il y ait un truc surprise qui sorte, mais l'essentiel de mon travail, on va dire, de recherche, devrait être concentré sur la sortie potentielle d'un supplément. Et après, c'est un peu la grande question de si je fais un supplément sur quoi, donc potentiellement, j'imagine que si je fais un truc, ça devrait être une espèce de zone un peu décrite avec des petites bruines, des enclaves un petit peu détaillées, histoire un côté un peu bac à sable peut-être, ou alors une collection de bruines prêtes à jouer. C'est l'un ou l'autre, à voir, quoi. Donc tu nous as dit que tu avais travaillé sur Agon, il me semble que tu as également travaillé sur Paranoia, tu as travaillé dans des fanzines, tu as travaillé dans plein de trucs autour du jeu de rôle. Quand est-ce que tu dors? Ouais, surtout si tu rajoutes là, cette année, ça a été un peu dur, effectivement. Je pense que, j'essaierai de trouver un rythme un peu plus sage. Après, Paranoia, c'était de la traduction. La traduction, comme c'est pas, quelque chose qui est extrêmement bien payé, c'est quelque chose sur lequel je peux pas passer un temps, démesuré. Donc, bah, je sais pas, je j'ai envie de dire, c'est peut-être un problème effectivement. Il faudrait, et surtout, il faudrait que je passe un peu plus de temps à genre, à prendre des vacances, se dormir ça va, mais pour ce qui est effectivement de passer des étés, à faire autre chose que bosser, il serait peut-être temps un petit peu de ménager du repos comme ça. Euh, j'ai l'impression que tu as quand même beaucoup d'affection pour ce qui est cinéma et pour le type horreur en général. Est-ce que du coup tu aimes d'autres formes d'art que peut-être des romans, peut-être des films, enfin bref, est-ce que tu as des choses à conseiller, des jeux vidéo Ah bah, ouais, je suis comme tout le monde, hein, alors déjà, j'ai une formation à la base d'art du spectacle, cinéma. Donc en fait, je voulais être scénariste donc enfin, je voulais être réalisateur. J'aurais peut-être si j'avais voulu être scénariste, peut-être que je serais devenu scénariste, mais à l'époque, je croyais, réalisateur, sinon rien et évidemment, c'est un beaucoup d'appelés, peu d'élus, ou pas beaucoup d'appelés et peu d'élus aussi. Mais ouais, je suis un gros, gros fan de cinéma, en fait. Je continue d'ailleurs à la fac, d'enseigner, le cinéma, en tout cas l'écriture, quand on m'en donne un petit peu. Même si la traduction, c'est, mon cœur de cible, cette année, je travaille dans une fac qui fait cinéma et traduction. Donc, c'est un peu pour ça que j'ai eu ce boulot d'ailleurs, à la base et j'ai enseigné l'anglais à l'ESRA, en école de cinéma aussi, quoi. Donc, vraiment, je suis un gros fan de cinéma et là, pour le coup, conseiller, des films, j'en ai plein, quoi, mais ça va pas être forcément hyper original, parce que, par exemple, faut regarder tous les films de Guillermo del Toro, par exemple, dont je suis un gros fan. James Cameron, aussi, Alfonso Cuarón, peut-être un peu moins connu en tant que nom, parce que c'est celui qui a fait Harry Potter 3. Dans l'ensemble, enfin, je déteste, je n'aime pas, les Harry Potter en film. J'aime bien les livres, mais il y a le 3, j'aime beaucoup. Là, cette année, j'ai écopé d'un cours de cinéma chinois, alors que je suis pas du tout spécialiste, mais du coup, pour le coup, si vous vous intéressez au cinéma chinois, notamment de Hong Kong, on va dire, même s'il y a des choses intéressantes dans le cinéma de Shanghai des années 30, vous pouvez regarder, la 36e chambre de Shaolin, qui me paraît un très bon, point d'entrée dans le cinéma d'arts martiaux des années 60-70, on va dire, plutôt 70.
Ou alors, aussi, bon déjà, évidemment, John Woo, vous pouvez pas trop vous planter en regardant du John Woo comme, The Killer ou des choses comme ça. Et je pensais aussi à, peut-être un peu moins connu et plus difficile d'approche, mais King Hu, qui a fait d'excellents, films d'arts martiaux. Alors pour le coup, Touch of Zen qui est son chef-d'œuvre et c'est un film de 3 heures, un peu contemplatif avec un scénario un petit peu, qui part dans tous les sens. Donc moi, il a fallu que je le voie 2 fois pour, l'apprécier, hein. La première fois, j'ai juste pas compris grand-chose. Mais c'est un peu un gros chef-d'œuvre aussi de ce cinéma-là, quoi. Mais après, pareil, Sam Raimi, faut regarder les Spider-Man de Sam Raimi qui sont juste excellents. Voilà, bon, ça fait beaucoup de trucs jetés comme ça en pâture, mais après jeux vidéo, j'y joue un peu moins parce que comme tu disais, je fais beaucoup de choses et le jeu vidéo, c'est un truc qui est très chronophage. Donc j'essaye un peu de jouer à The Witcher 3 en ce moment. Mais je m'emmerde un peu dès qu'on sort des quêtes bien faites, dès qu'on commence à rentrer dans aller tuer X monstres, aller visiter X points d'interrogation, je commence à vite m'ennuyer. Et c'est quelque chose avec lequel j'ai de plus en plus de mal en fait. C'est pareil pour les jeux de rôle japonais que j'adore à la base, mais qui commencent à me lasser énormément pour le côté gain de niveau très rébarbatif, quoi, très ennuyeux. Du coup, je suis plus en fait jeu de plateforme rapide. Genre j'ai fini Ori récemment et j'essaie de me souvenir du jeu. Le nom du jeu, c'est un nom de femme et c'est une fille qui veut qui veut escalader une montagne. C'est Céleste, voilà, j'ai C'est- retrouvé. Vu que tu es parti sur de l'Apocalypse World pour livreté, est-ce que tu as d'autres jeux Apocalypse World qui t'ont fait apprécier le genre? Voyons voir. Bah, en fait, ça a plutôt été des rencontres ratées, l'Apocalypse. C'est peut-être aussi ce qui m'a motivé à en faire. C'est le côté, je vois des trucs, mais ça me plaît pas, donc je veux changer. Je sais que Monster Hearts, c'est un peu la grosse déception et c'est vraiment le jeu que j'ai tout le temps envie de remettre sur le tapis pour essayer enfin de le faire fonctionner correctement. Alors, j'y ai joué avec des personnes qui sans doute n'étaient pas forcément fans du truc ou la moitié du groupe n'était pas fan du truc. Et puis, il y a le système que je trouve très particulier. Il y a un côté parallèle, mise en parallèle du système et de la fiction. Et j'arrive pas à les faire rejoindre, en fait, là où j'ai beaucoup l'habitude que, en fait, quand je fais un jet, c'est le jet qui me dit ce qui se passe réellement, enfin, qui me donne des pistes. En tout cas, c'est un peu ce que Apocalypse World me vantait. Là où Monster Hearts, il y a un côté juste, la mécanique sert à donner des jetons qui sont ensuite échangés pour faire des jets. C'est vraiment un système que j'ai jamais réussi à maîtriser, alors que j'ai vraiment envie de faire un jeu dans cet univers un petit peu d'ado drama monstrueux. Et Apocalypse World, c'est vraiment le jeu qui, je pense, m'a le plus convaincu là-dessus aussi, quoi. Mais c'est pareil, j'ai pas vraiment fait de partie. Je sais que l'univers me botte vraiment. Après, je réfléchis. En réalité, Dungeon World, je suis pas convaincu parce que je trouve que c'est un jeu qui tranche pas assez. J'en ai lu pas mal, hein, mais Monster of the Week, je trouve qu'il y a plein de trucs qui me convainquent pas. Tremulous m'avait beaucoup déçu. Enfin voilà quoi, c'est plus il y en a peut-être un, en fait, auquel je pense pas quoi, mais en réalité, il y a plus eu des rendez-vous manqués, de mon côté. Je regarde, ma liste, mon dossier, Apocalypse World, voir si je trouve un truc qui m'aurait, mais non, hein, il y a Mask qui m'a l'air pas mal, mais c'est pareil, on a fait une partie et ça s'est moyennement bien passé et j'ai pas du tout apprécié certains éléments du système, alors que pareil quoi, la proposition de départ me bottait énormément, quoi. Donc non, du coup, ça c'est pas par prétention, c'est vraiment juste par malheureusement, rencontre ratée. Non, non, mais ça a le mérite d'être honnête, hein, je prends. Du coup, au fur et à mesure de ce que tu nous as dit jusque-là, on voit qu'il y a une vraie volonté de faire de chacun de tes livres une petite œuvre d'art, en sorte vraiment avec une grosse volonté. Est-ce que c'est quelque chose, on va dire, que tu essaies de démocratiser, de placer le jeu de rôle un petit peu en dehors du cadre du jeu et d'en faire des véritables objets, on va dire? C'est une bonne question. Alors il y a certainement des aspects purement égoïstes, hein, c'est-à-dire qu'on a un marché qui est petit, et encore plus quand on tape pas dans, A4 couleur, médiéval fantastique, un peu dark quoi, qui est globalement une des recettes, qui fonctionne pas mal.
Et du coup, il y a un côté, si on n'agrandit pas le nombre de joueurs, ben, on restera toujours à enfin, ça coûte cher, en fait, de faire un jeu. Si on veut payer les gens correctement, il y a un niveau d'exigence qui est extrêmement élevé, en termes d'illustration et cetera. Et en fait, c'est quelque chose qui conduit, pour être rentable, en fait, les jeux, du coup, doivent être généralement d'énormes pavés parce que l'écriture coûte pas cher, en fait. Donc du coup, c'est des livres qui sont assez indigestes souvent et très, très bavards parce que ça rentabilise, en fait, ça permet de mettre le prix du jeu très cher et donc de rentabiliser, en fait, en quelque sorte, les illustrations, par exemple, ou l'impression, la qualité du papier, tout ça. Et donc il y a vraiment un vrai besoin pour des œuvres un peu plus non pas modestes en ambition, mais plus modestes, enfin moins, malheureusement l'expression que j'aurais, ce serait dégueulante en termes de qualité, quoi, mais je suis mal placé pour dire ça parce qu'Explorateur de Bruine, c'est un jeu qui est tout couleur avec plein d'illustrations et du coup, c'est vrai que j'ai eu des remarques comme quoi c'était limite un vrai jeu de rôle, quoi, quelque part, par rapport à là où, Libreté, tout le monde disait: «Ouais, il y a pas assez d'illustrations». Ouais, bon, la maquette, les gens voyaient pas que la maquette, c'était fait par une professionnelle du maquettisme, en fait, qui bosse pour des éditeurs, sur des romans et tout ça et que, du coup, en fait, la discrétion, c'était aussi une valeur en soi qui avait été recherchée pour Libreté, quoi. Là où Explorator, on a misé à fond la carte de la surenchère aussi, mais c'était un autre projet, quoi. C'est pour dire que c'est pas un projet qui aurait été pour, Libreté. Et du coup, moi, je suis quand même attaché à l'aspect objet. Je sais que, mes camarades de la cellule ont tendance à critiquer le fétichisme de l'objet justement et hem et à se tourner plutôt vers le contenu comme, vraie essence du livre. Mais de toute façon, c'est quelque chose dont on peut pas, il faut qu'on comment dire? Il faut qu'on accepte le fait que pour que quelqu'un achète un jeu, un livre même en général, ça marche aussi pour les romans, il faut que la couverture, la maquette, la proposition, le quatrième de couverture l'attire. C'est ce dont je parlais tout à l'heure un petit peu, sur les conseils. Et du coup, on peut pas passer notre temps à nous lamenter dessus et il faut qu'on en tire parti et du coup, la dimension artistique, peut être intégrée au projet dans son ensemble pour justement éviter juste de se plaindre. Je sais que quelqu'un comme Sébastien Sellerin, qui bosse pour Brajlon aujourd'hui, mais qui a été éditeur, qui est éditeur chez Multisim aussi, il me semble que c'est lui qui disait souvent que, le jeu de rôle, c'était un des derniers, enfin, c'est moins le cas maintenant, mais c'est un des rares cas aujourd'hui de livre illustré, quoi. Que ça fait partie de son ADN, en fait, en quelque sorte. Mais d'un autre côté, il y a l'auteur en moi qui ne sait pas dessiner, qui ne sait pas faire de maquette, qui, est un peu moyen en termes de fabrication, qui, aimerait vraiment que quand les gens voient le jeu, lui disent, «Ah, l'écriture, c'est génial», quoi. Et pas juste: «Oh, ton bouquin, il est trop beau». Parce que quand on me dit: «Ton bouquin, il est trop beau», j'ai envie de dire: «Merci, je suis très touché». Bon, en réalité, c'est Willy Cabourdin qui a fait, 90 95 de ce boulot-là et donc c'est lui, qui est dont c'est tout à son honneur, quoi. OK, il s'est inspiré de trucs, qui venaient de moi, mais voilà, c'est son talent qui transpire, quand on voit le jeu, au premier abord, quoi. Et à la limite, c'est le talent de l'imprimeur pour la belle qualité du papier, et un peu, Jérémy Rueff de SICO qui m'a donné quelques conseils, quelques bons conseils, parce que lui, il s'y connaît, beaucoup plus que moi en termes de fabrication, quoi. Mais, après, tout ce que je fais moi, mon talent, c'est, l'écriture, quoi et je pourrais prendre des cours de dessin, ça me prendrait un temps fou, ce serait moins bien que ce que font d'autres personnes et cetera. Mais, du coup, je m'éloigne un peu, mais, c'est un peu, schizophrène, quoi. C'est-à-dire que à la fois, je suis très content d'avoir un beau bouquin et en même temps, quelque part, il y aurait un petit peu l'envie dans le fond que ça ressemble à un roman, c'est-à-dire qu'il y ait juste la couverture, le quatrième de couve à la rigueur que je peux écrire moi-même et après derrière, une mise en page un peu discrète. Et là, du coup, à la limite, c'est la maquettiste qui est plus malheureuse que moi parce qu'elle est encore moins remarquée, que moi sur Libreté et derrière que les gens, louent, la qualité du texte, les parties qu'ils font avec et cetera, quoi. Mais voilà, c'est bon, il faut un petit peu l'accepter, mais je pense il faut pas forcément enfin, faut pas voir Explorateur comme un aboutissement au sens où maintenant tous mes jeux seraient comme ça. J'aimerais bien des jeux plus modestes aussi en termes de mise en page, et même en termes d'écriture, peut-être moins chargés en termes de style, quoi. Bah écoute, c'est tout pour moi. Si tu as un mot de la fin, c'est le moment. Et dans tous les cas, merci vraiment d'avoir participé à cette interview. Eh ben, merci à toi, merci à toutes les personnes qui ont écouté. J'espère que si c'est toujours les mêmes qui se payent mes interviews, j'espère que vous aurez appris, 2-3 trucs un petit peu différents, je pense.
Après, bah, voilà, j'ai envie de dire, jouez à mes jeux si ça vous intéresse et si vous avez des retours, faites-en. N'hésitez pas à aller sur, je sais pas moi, sur les sites des boutiques pour mettre un commentaire. N'hésitez pas à aller sur, le Grog aussi pour mettre un commentaire. Ça aide aussi mine de rien, je pense, encore, ou à en parler autour de vous. C'est quelque chose qui est très important. Donc même si vous avez, je sais que ça se disait un petit peu aussi à une époque, même si vous avez, piraté le jeu, parce que j'imagine que ça doit exister, ben, n'hésitez pas du coup à mettre des commentaires sans dire que vous l'avez piraté, mais c'est important aussi que le jeu vive, comment dire? Oralement, au sens large du terme, quoi. Et j'espère que ça vous a plu, si vous y avez joué surtout, accessoirement. Eh bien, merci encore une fois à toi. Et je te dis bonne continuation. Merci beaucoup. Allez, au revoir. Merci à tous.